Bienvenue au Spitzenkarpetelema. Nous lisons un extrait de Astérisque Giordano Bruno and the Hermetic Tradition Astérisque de Frances Yates, publié en 1964. C'est le premier chapitre, le fondement sur lequel reposent toutes les thèses de Yates, l'affirmation selon laquelle la magie de la Renaissance s'est construite sur une erreur historique colossale, qui a façonné la vie intellectuelle européenne pendant 3 siècles. Yates appartenait au cercle du Warburg Institute, cet extraordinaire groupe d'érudits juifs allemands réfugiés qui ont refait l'histoire culturelle après 1933. Sa méthode était archivistique, biographique et sans compromis. Elle ne demande pas ce qu'un texte prétend être, mais ce que les gens astérisques croyaient astérisque qu'il était et ce qu'ils ont fait en conséquence. Cette distinction est urgente. Yates soutient que le retour de la Renaissance à la sagesse ancienne, la force animatrice derrière Ficin, Pico, Agrippa, Bruno lui-même était entièrement alimenté par une erreur de datation. Les textes des mages de la Renaissance vénérés comme l'Antiquité égyptienne ont en réalité été écrits entre 100 et 300 après Jésus-Christ par des auteurs de langue grecque de l'Empire gréco-romain. Ils n'étaient pas la source d'une sagesse originelle. Il s'agissait d'un syncrétisme du IIe siècle, platonisme mêlé de stoïcisme, influence juive, peut-être persane, le tout enveloppé dans un costume pseudo-égyptien. Mais la Renaissance les croyait anciens, et de cette croyance découlait tout ce qui suivit. Ce passage établit le cadre conceptuel. Yates montre comment l'ensemble du mouvement de la Renaissance, récupération humaniste des textes classiques, réforme religieuse retour à l'écriture était animé par un regard rétrospectif, une vision cyclique du temps dans laquelle la vérité résidait toujours dans le passé. L'humaniste a récupéré Cicéron, le réformateur a récupéré les évangiles et le mage a récupéré ce qu'il pensait être la sagesse égyptienne antérieure aux deux. Tous les trois avaient tort sur des choses différentes. Mais seul le mage a bâti toute une philosophie occulte sur son erreur. Cette erreur est devenue génératrice. Elle a permis à la Renaissance d'imaginer qu'Hermès Trismégiste non mythique attaché à un corpus de révélations gnostiques et de recettes magiques était un véritable prêtre égyptien de la plus haute antiquité, une figure antérieure à Platon, dont Platon lui-même avait bu. Les bribes de philosophie grecque que la Renaissance trouva dans ces textes semblaient le confirmer. Ils avaient découvert la source. Ils avaient tort. Mais le tort, montrait Yates, a des conséquences. La généalogie intellectuelle est ici cruciale. Yates hérite de A. Wett et Linton Dyke, tous deux historiens qui prenaient la magie au sérieux en tant que phénomène intellectuel et non en tant que simple superstition. Mais elle ajoute quelque chose de plus précis, l'idée selon laquelle la magie de la Renaissance doit être comprise non pas comme une continuité avec la magie médiévale ou la pratique ancienne, mais comme une astérisque invention de la Renaissance astérisque, construite sur une datation erronée et alimentée par une philologie humaniste égarée. La magie est devenue philosophique, cosmologique, systématique, bref, quelque chose de nouveau, précisément parce que la Renaissance a cru récupérer quelque chose d'infiniment ancien. Maintenant le texte lui-même. Les grands mouvements en avant de la Renaissance tirent tous leur vigueur, leur impulsion émotionnelle, du regard tourné vers le passé. La vision cyclique du temps comme un mouvement perpétuel depuis les âges d'or immaculés de pureté et de vérité jusqu'aux âges d'airain et de fer successifs était toujours prédominante et la recherche de la vérité était donc nécessairement une recherche de l'or ancien, originel, à partir duquel les métaux les plus vifs du présent et du passé immédiat étaient de dégénérescence corrompue. L'histoire de l'homme n'a pas été une évolution depuis ses origines d'animal primitif vers une complexité et un progrès toujours croissant, le passé était toujours meilleur que le présent, et le progrès était un renouveau, une renaissance de l'Antiquité. L'humaniste classique a récupéré la littérature et les monuments de l'Antiquité classique avec un sentiment de retour à l'or pur d'une civilisation meilleure et plus élevée que la sienne. Le réformateur religieux est revenu à l'étude des Écritures et des premiers pères avec un sentiment de récupération de l'or pur de l'Évangile, enseveli sous les dégénérescences ultérieures. Ce sont des truismes, et il est également évident que ces deux grands mouvements de retour ne se sont pas trompés quant à la date de la période antérieure et meilleure vers laquelle ils se sont tournés. L'humaniste connaissait la date de Cicéron, la date exacte de son âge d'or de la culture classique, le réformateur, même s'il n'est pas clair sur la date des évangiles, savait qu'il essayait de revenir au premier siècle du christianisme. Mais le mouvement de retour de la Renaissance dont s'intéressera ce livre, le retour à un pur âge d'or de la magie, reposait sur une erreur radicale de datation. Les œuvres qui inspirèrent l'hommage de la Renaissance,
et qu'ils croyaient être d'une profonde antiquité, furent en réalité écrites entre le IIe et le IIIe siècle après Jésus-Christ. Ils n'en revenaient pas à une sagesse égyptienne, pas beaucoup plus tard que celle des patriarches et des prophètes hébreux, et bien avant Platon et les autres philosophes de l'Antiquité grecque, qui avaient tous ainsi que le croyait fermement le mage de la Renaissance bu à sa fontaine sacrée. Il revient aux fonds païens du christianisme primitif, à cette religion du monde, fortement teintée de magie et d'influence orientale, qui fut la version gnostique de la philosophie grecque et le refuge des païens fatigués cherchant une réponse aux problèmes de la vie autre que celle offerte par leurs contemporains, les premiers chrétiens. Le dieu égyptien Thoth, scribe des dieux et divinités de la sagesse, était identifié par les Grecs alors Hermès et recevait parfois l'épithète de « trois grand ». Les Latins ont repris cette identification d'Hermès ou Mercurius avec Thoth, et Cicéron dans son De Natura Deorum explique qu'il y avait en réalité 5 Mercures, le 5e étant celui qui tua Ardus et par conséquent s'enfuit en exil en Égypte où il donna aux Égyptiens leurs lois et leurs lettres, et prit le nom égyptien de Kekuto. Une importante littérature grecque s'est développée sous le nom d'Hermès Trismégiste, traitant de l'astrologie et des sciences occultes, des vertus secrètes des plantes et des pierres et de la magie sympathique basée sur la connaissance de ces vertus, de la fabrication de talismans pour attirer les pouvoirs des étoiles, etc. À côté de ce traité aux recettes pour la pratique de la magie astrale portant le nom d'Hermès, se développa également une littérature philosophique à laquelle était attaché le même nom vénéré. On ne sait pas quand le cadre hermétique a été utilisé pour la première fois en philosophie, mais l'Asclepio et le Corpus Hermeticum, qui sont les plus importants des ouvrages philosophiques hermética qui nous sont parvenus, doivent probablement être datés entre 100 et 300 après Jésus-Christ. Bien que rédigés dans un cadre pseudo-égyptien, ces ouvrages ont été considérés par de nombreux érudits comme contenant très peu d'éléments égyptiens authentiques. En tout cas, cependant, ils n'ont certainement pas été écrits dans la plus haute antiquité par un prêtre égyptien très sage, comme le croyait la Renaissance, mais par divers auteurs inconnus, tous probablement grecs, et ils contiennent la philosophie grecque populaire de l'époque, un mélange de platonisme et de stoïcisme, combiné avec des influences juives et probablement perses. Ils sont très divers, mais ils respirent tous une atmosphère de piété intense. L'Asclepio prétend décrire la religion des Égyptiens et par quels rites et processus magiques les Égyptiens ont attiré les puissances du cosmos dans les statues de leurs dieux. Ce traité nous est parvenu par la traduction latine attribuée autrefois appelée de Madora. Le Kimombo raconte la création du monde qui rappelle en partie la Genèse. D'autres traités décrivent l'ascension de l'âme à travers les sphères des planètes jusqu'au royaume divin au-dessus d'elles, ou donnent des descriptions extatiques d'un processus de régénération par lequel l'âme se débarrasse des chaînes qui la lient au monde matériel et se remplit de pouvoir et de vertus divines. Dans le premier volume de son ouvrage, La révélation d'Hermès Trismégiste, Festugière a analysé l'état d'esprit de l'époque, environ le IIe siècle après la naissance du Christ, où furent écrits Asclepio et les traités hermétiques qui nous sont parvenus dans la collection du Corpus Hermeticum. Extérieurement, ce monde était hautement organisé et en paix. La Pax Romana était au sommet de son efficacité et les populations mixtes de l'Empire étaient gouvernées par une bureaucratie efficace. Les communications le long des grandes voies romaines étaient excellentes. Les classes instruites avaient absorbé la culture de type gréco-romaine, basée sur les 7 arts libéraux. La condition mentale et spirituelle de ce monde était curieuse. Le puissant effort intellectuel de la philosophie grecque était épuisé, était au point mort, dans une impasse, peut-être parce que la pensée grecque n'a jamais franchi le pas capital de la vérification expérimentale de ses hypothèses, un pas qui ne sera franchi que 15 siècles plus tard, avec la naissance de la pensée scientifique moderne au XVIIe siècle. Le monde du IIe siècle était l'as de la dialectique grecque qui semblait conduire à des résultats incertains. Platoniciens, stoïciens, épicuriens ne pouvaient que répéter les théories de leurs différentes écoles sans progresser davantage, et les principes de ces écoles étaient résumés sous forme de manuels qui constituaient la base de l'enseignement philosophique au sein de l'Empire. Dans la mesure où elle est d'origine grecque, la philosophie des écrits hermétiques est de ce type standardisé, avec ses quelques touches de platonisme, de néoplatonisme, de stoïcisme et d'autres écoles de pensée grecques. Ce monde du IIe siècle recherchait pourtant intensément une connaissance de la réalité, une réponse à ces problèmes que l'éducation normale ne parvenait pas à apporter. Elle s'est tournée vers d'autres manières de chercher une réponse, intuitive, mystique, magique. Puisque la raison semblait avoir échoué, elle cherchait à cultiver le nous, la faculté intuitive de l'homme.
La philosophie devait être utilisée non pas comme un exercice dialectique, mais comme un moyen d'accéder à la connaissance intuitive du divin et du sens du monde, en bref, comme une gnose à laquelle il fallait se préparer par une discipline ascétique et un mode de vie religieux. Les traités hermétiques, qui prennent souvent la forme de dialogue entre maître et disciple, culminent généralement dans une sorte d'extase dans laquelle l'adepte est satisfait d'avoir reçu une illumination et entonne des hymnes de louange. Il semble atteindre cette illumination par la contemplation du monde ou du cosmos, ou plutôt par la contemplation du cosmos tel que reflété dans son propre mouvement qui en sépare pour lui sa signification divine et lui en donne une maîtrise spirituelle, comme dans la révélation gnostique familière ou l'expérience de l'ascension de l'âme à travers les sphères des planètes pour s'immerger dans le divin. Ainsi, cette religion du monde qui est un courant sous-jacent dans une grande partie de la pensée grecque, en particulier dans le platonisme et le stoïcisme, devient en fait dans l'hermétisme une religion, un culte sans temple ni liturgie, suivi dans l'esprit seul, une philosophie religieuse ou une religion philosophique contenant une gnose. Les hommes du IIe siècle étaient profondément imprégnés de l'idée que ce qui est ancien est plus récent, que les premiers penseurs marchaient plus étroitement avec les dieux que les rationalistes occupés, leurs successeurs. D'où le fort renouveau du pythagorisme à cette époque. Ils avaient aussi l'impression que ce qui est éloigné et très lointain est puissant, d'où leur culte des barbares, des gymnosophistes indiens, des mages perses, des astrologues chaldéens, dont l'approche de la connaissance était jugée plus religieuse que celle des Grecs. Dans le creuset de l'Empire, où toutes les religions étaient tolérées, les occasions étaient nombreuses de faire connaissance avec les cultes orientaux. Surtout, ce sont les Égyptiens qui étaient vénérés à cette époque. Les temples égyptiens fonctionnaient toujours, et les fervents chercheurs de vérité et de révélations religieuses dans le monde gréco-romain faisaient des pèlerinages dans un temple égyptien éloigné et passaient la nuit à proximité dans l'espoir de recevoir en rêve une vision de mystère divin. La croyance que l'Égypte était la patrie originelle de toute connaissance, que les grands philosophes grecs l'avaient visité et conversé avec des prêtres égyptiens, était courante depuis longtemps, dans l'ambiance du IIe siècle, l'ancienne et mystérieuse religion de l'Égypte, la connaissance profonde supposée de ces prêtres, leur mode de vie ascétique, la magie religieuse qu'ils étaient censés accomplir dans les chambres souterraines de leur temple, offraient d'immenses attraits. C'est ce sentiment pro-égyptien du monde gréco-romain qui se reflète dans l'hermétique Asclépio, avec sa description étrange de la magie par laquelle les prêtres égyptiens animaient les statues de leurs dieux, et sa prophétie innovante selon laquelle la plus ancienne religion égyptienne est destinée à prendre fin. En cette ère, ainsi dit le prétendu prêtre égyptien Hermès Trismégiste, à son disciple Asclépio, en cette ère, l'as de la vie, les hommes ne considéreront plus le monde comme l'objet digne de leur admiration et de leur révérence. Surtout, qui est une bonne chose, le meilleur qu'on puisse voir dans le passé, le présent et l'avenir, sera en danger de périr, les hommes le considéreront comme un fardeau, et désormais cet univers tout entier sera maîtrisé et non plus. Chéri, cette œuvre incomparable de Dieu, construction glorieuse, création toute bonne composée d'une infinie diversité de formes, instrument de la volonté de Dieu qui, sans envie, prodigue sa faveur à son œuvre, dans laquelle est rassemblé en un tout, dans une diversité harmonieuse, tout ce qui se voit qui est digne de révérence, de louange et d'amour. Ainsi l'Égypte, et sa religion magique, s'identifient à la religion hermétique du monde. Nous pouvons donc comprendre comment le contenu des écrits hermétiques a nourri l'illusion d'image de la Renaissance qui contenait un récit mystérieux et précieux de la sagesse, de la philosophie et de la magie égyptienne les plus anciennes. Hermès Trismégiste, nom mythique associé à une certaine classe de révélation philosophique gnostique ou à des traités et recettes magiques, était, pour la Renaissance, une personne réelle, un prêtre égyptien qui avait vécu dans une antiquité lointaine et qui avait lui-même écrit tous ses ouvrages. Les fragments de philosophie grecque qu'il trouva dans ses écrits, issus de l'enseignement philosophique quelque peu dégradé des premiers siècles de notre ère, confirmèrent le lecteur de la Renaissance dans sa conviction qu'il détenait ici la source de la sagesse originelle d'où Platon et les Grecs avaient tiré le meilleur de ce qu'ils connaissaient. Cette énorme erreur historique devait avoir des résultats étonnants. C'est sur une excellente autorité que la Renaissance a accepté Hermès Trismégiste comme un personnage réel d'une grande antiquité et comme l'auteur des écrits hermétiques, car cela était implicitement cru par les principaux pères de l'Église, en particulier Lactance et Augustin. Naturellement, il ne serait venu à l'esprit de personne de douter que ces écrivains faisant autorité doivent avoir raison, et c'est en effet un témoignage remarquable de l'importance des écrits hermétiques et du succès précoce et complet de la légende d'Hermès Trismégiste quant à leur paternité et à leur antiquité que Lactance, écrivant au IIIe siècle,
et Augusta au quatrième, acceptent tous deux les légendes sans aucun doute. Après l'avoir cité Cicéron sur le 5e Mercure comme celui qui a donné des lettres et des lois aux Égyptiens, Lactos, dans ses instituts, continue en disant que cet Hermès égyptien, bien qu'il fût un homme, il était pourtant d'une grande antiquité et très pleinement imprégné de toutes sortes de connaissances, de sorte que la connaissance de nombreux sujets et lui a valu le nom de Trismégiste. Majesté du Dieu suprême et unique, et le mentionne sous les mêmes noms que nous utilisons, Dieu et Père. Par ces nombreux livres, Lactance entend certainement certains des écrits hermétiques qui nous sont parvenus, car il cite plusieurs traités du corpus hermeticum ainsi que de l'Asclepio. Ce que Yeats nous a donné ici est le moment du diagnostic. Elle a montré le mécanisme de l'erreur, comment un nom mythique est devenu un personnage historique, comment le syncrétisme du IIe siècle s'est fait passer pour la sagesse égyptienne, comment les pères de l'Église Lactance, Augustin ont authentifié une légende par leur propre autorité, sans jamais se demander si les textes pouvaient être datés. La Renaissance a hérité de cette autorité patristique incontestée. Douter de Lactance aurait été impensable. Ainsi, ce qui avait commencé comme une confusion plausible dans l'Antiquité tardive confondant une allégorie pseudo-égyptienne avec une véritable Antiquité égyptienne s'est transformé en doctrine reçue au moment où Massey Ficin a ouvert ses textes à Florence au XVe siècle. L'argument le plus profond est le suivant. La Renaissance n'a pas hérité de la magie en tant que pratique vivante. Il a inventé la magie en tant que philosophie, et il l'a fait en lisant des textes qu'il croyait anciens mais qui étaient en réalité récents, des textes écrits par des philosophes grecs épuisés et des chercheurs gnostiques essayant de faire parler à nouveau la raison à l'âme. Lorsque des mages de la Renaissance comme Agrippa et Bruno lisaient Hermès, ils lisaient le désespoir du IIe siècle vêtu de robes égyptiennes et le prenaient pour la sagesse égyptienne. Mais cette erreur a été fertile. Cela leur permettait d'imaginer que la philosophie et la magie n'étaient pas opposées mais identiques, que le cosmos était vivant et significatif, que la connaissance sympathique que nous contemplons le nous dans les choses n'était pas une fantaisie mais une vérité. L'erreur a généré une méthode. Et cette méthode a changé l'Europe. Suivant, de Walker * magie spirituelle et démoniaque de Ficin à Campanella *. Le Spitzen Carpe Telema. Si cette archive vous est utile, soutenez-la sur Patreon. Lien dans la description.